515e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Difficile pour commencer ce journal de bord d'éviter la chaude actualité créée par M. Benalla et les Benalla Akbar. Et les difficultés que rencontre le président de la République, son gouvernement, ses hauts fonctionnaires. Vous avez eu le temps de regarder un petit peu les commissions d'enquête parlementaire, de vous informer sur ce sujet? Ça m'a fait penser à une chose simple, c'est que dans le fond, vous pouvez être en pleine forme, athlétique, vous marchez dans la rue, vous glissez sur une peau de banane, et qui que vous soyez, vous tombez sur le derrière. Voilà. Et du coup, nous sommes peut-être en train de passer de Macron à Micron. Qui sait? Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude justement du président de la République avec des déclarations assez surprenantes dans la bouche d'un chef de l'État? Je crois qu'il a été surpris, c'est le cas de le dire, et qu'il n'a pas très bien su au départ quelle attitude afficher. Alors il a choisi celle du silence qui ne peut pas, et c'est pas la meilleure. Dans le fond, comme je l'avais dit dans mon blog précédent, cette affaire c'était une tempête dans un verre d'eau, mais qui a pris des proportions de tsunami par l'accélérateur médiatique qui a créé vraiment un événement qui va peut-être être durable et peut-être avoir des conséquences inattendues, surprenantes. Enfin bref, quoi qu'il en soit, les commissions ont fait leur travail. C'est très long, très lassant à la fin. C'est l'histoire d'un jeune aventurier qui n'a pas connu, qui a commencé à militer dans la campagne de M. Macron et qui n'a connu jusqu'à présent que des succès. Donc ceci monte à la tête, y compris des gens les mieux équilibrés, alors a fortiori dans la tête d'un jeune arriviste, si j'ose dire, qui s'est cru tout permis et qui a entraîné tout le monde dans une espèce de vortex scandaleux. C'est un fait. Et quand le président de la République est intervenu dans une attitude qu'il a cru être courageuse en disant j'assume la responsabilité, évidemment il a pris là une lourde responsabilité. Parce que la vérité, à moins qu'il ne connût mieux que l'on ne croit le personnage en question. Je ne sais pas. Ce qui paraît étonnant à tout le monde, y compris à moi-même, c'est qu'il ait pu bénéficier de tant d'avantages, recevoir tant de missions, en étant un simple attaché de cabinet. Il jouissait quand même d'une indépendance, d'une liberté d'action qui sont exceptionnelles et dont il faudra trouver l'explication. Est-ce que ça engage une réflexion sur les institutions elles-mêmes? Parce qu'après tout, vous avez eu à en connaître en 1958, vous étiez parlementaire au moment de la constitution de la Ve République, vous avez été 5 fois candidat à l'élection présidentielle, donc la réflexion sur ce rôle du président de la République, sur le style qu'il doit adopter, est une réflexion qui a accompagné toute votre vie politique. Est-ce qu'on va pouvoir tirer des conclusions institutionnelles de tout cela? Écoutez, le président de la République n'est pas à l'abri des avatars de la vie. Ceci sera peut-être considéré dans 6 mois comme une vétille. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, ça a pris une dimension importante et cristallisé, ce qui était rarissime, l'ensemble de l'opposition, au point de bloquer les travaux parlementaires et de renvoyer au calendrier grec un sujet pourtant capital qui était la réforme de la Constitution. Alors tout au long de cette année, tu peux faire le bilan, vous avez beaucoup tweeté, Président. Ça a été un des modes d'expression que vous avez choisi, le tweet, et vous en avez usé d'une manière régulière. Je voudrais revenir sur un ou deux éléments de cette année qui vient de s'écouler, avec peut-être un événement que vous avez salué, la victoire du président Poutine et de votre ami Zhirinovski aux dernières élections législatives en Russie. Où est-ce qu'on en est de notre relation avec ce pouvoir russe, avec ce pays? Je crois que malgré les oppositions lobbyistes qui battent des 4 fers en quelque sorte, le rapprochement entre les États-Unis et la Russie, entre l'Europe occidentale et la Russie, sont inscrites dans le protocole de survie de ce continent. Si jamais
On continuait une opposition stérile contre un danger qui n'en est plus un. La Russie de Poutine, ça n'est pas la Russie de Staline, malgré la rime. Et par conséquent, ce peuple qui n'est que de 150 millions d'habitants, pour le plus grand territoire du monde, et celui des États-Unis d'Amérique, avec M. Trump, qui est un homme qui semble jusqu'ici relativement libre à l'égard justement des grands lobbies, des grands moyens de pression, il y a une possibilité d'alliance, de rapprochement en tout cas, que nous devons, nous, au lieu de freiner, accélérer. Or c'est l'inverse qui se produit, parce que les vieux mécanismes anti-soviétiques continuent de jouer alors que la Russie n'est plus soviétique. Alors un autre sujet de politique internationale sur lequel vous vous êtes exprimé, c'est déjà un petit peu ancien, mais on se souviendra que ça a fait beaucoup de bruit à ce moment-là, la soi-disant attaque chimique en Syrie, attribuée au gouvernement de M. El-Assad, avec la distance. Est-ce que c'était un sujet sérieux, oui, mais ça, encore une ou fois, un montage? C'est absolument le même mécanisme. Ce sont les services secrets, les services spéciaux qui fournissent au gouvernement des arguments péremptoires et qui se révèlent creux et vides, et qui n'apparaissent à ce moment-là de façon assez déplaisante que comme des prétextes. Ça a été le cas pour l'Irak, c'est probablement aussi le cas pour la Syrie aujourd'hui. Assad n'est pas l'ennemi, c'est Daesh qui est l'ennemi, il ne faut pas se tromper. Alors en politique intérieure, un événement important qui vous a concerné directement, c'est le congrès du Front National cette année, Front National devenu Rassemblement National. Avec un petit peu de recul, comment vous voyez les choses aujourd'hui? À la veille de ces vacances, qu'est-ce qui reste du combat politique et des initiatives que vous aviez prises? Je ne sais pas quelles ont été les pensées stratégiques de la direction du Front National en abandonnant le titre de Front National pour l'échanger contre Rassemblement National, ce qui me paraissait être évidemment un amoindrissement dans le domaine de la notoriété, bien évidemment, et une trahison tout de même aussi d'un passé de combat honorable du Front National pendant près d'un demi-siècle. Quoi qu'il en soit, ceci s'est produit. Je ne suis pas sûr que ceux qui l'ont préconisé en ont obtenu les résultats qu'ils en espéraient. Je crois que le Rassemblement National est moins connu que ne l'était le Front National, mais ses ennemis sont restés vigilants et sont adversaires de toute forme de renouveau et de résurrection nationale. Par conséquent, quel que soit le nom que prendra le parti national, il sera combattu avec la même virulence par les mêmes ennemis. Autre événement qui a marqué l'année, ça a été le tome 1 de vos mémoires, tellement attendu si longtemps. Ah. Alors ce livre, comment vous vivez sa trajectoire? Écoutez, je crois que c'est un grand succès, on peut dire même selon les chiffres officiels un best-seller, mais qui n'a pas, selon moi, eu le retentissement qu'il méritait parce qu'il n'a pas bénéficié du tout de la promotion normale des médias, soit en le critiquant littérairement ou soit en le combattant politiquement. Il y a une espèce d'omerta qui a été pratiquée, sinon tout à fait au début, mais depuis. Et ce qui fait qu'on a retenu, souvent on retient, les journaux, la presse, n'a retenu que le communiqué de l'AFP, qui n'était pas particulièrement favorable, et s'est attaché à des points qui étaient négligeables par rapport à des informations importantes que je délivrais, je crois. Et ça, le public reste maître de la manœuvre. C'est lui qui décidera. En l'occurrence, je vous rappelle le livre de mon compatriote breton, Jacques Elias, tiré à 3000 exemplaires en première édition et qui a dépassé le million. C'était le cheval d'orgueil. Il est vrai que le titre était superbe. Parce qu'après tout, un livre, ça vit tout seul. Une fois que ça a quitté les mains et la plume de son auteur, ça peut durer très longtemps, la vie d'un livre. Oui, bien sûr. Et puis surtout,
qu'il y a un tome 2 en préparation, qui d'ailleurs mobilise mes capacités un peu atteintes ces jours-ci par une épreuve physique bactérienne, mais que j'espère avoir maîtrisée et qui va me permettre de reprendre du poil de la bête. Mais il ne s'agit rien moins que d'évoquer les 45 ou 50 dernières années, non seulement de l'histoire du Front National, je ne vais pas raconter l'histoire du Front National, mais les événements internationaux eux-mêmes, il y en a eu de capitaux, comme l'effondrement du communisme, par exemple, et beaucoup d'autres. Et les événements nationaux, tout ça doit être condensé, en quelque sorte, et présenté d'une façon qui ne soit pas répulsive pour des lecteurs qui sont, il faut bien le dire, submergés de livres. Et je ne suis pas sûr qu'ils consacrent beaucoup de temps à la lecture, compte tenu des distractions qui leur sont plus ou moins innocemment présentées. Que ce soit le Tour de France ou le mondial de football. Que vous avez désigné comme étant une bleuite, la maladie des bleus. Oui, la bleuite, oui. Il faut dire qu'à la fin, c'était lassant d'entendre parler. On commentait la longueur des doigts de pied des différents acteurs du terrain, leurs aventures personnelles, ce qu'ils pensaient, leurs pensées, leurs arrière-pensées. Enfin bref, on n'avait pas de raison de s'arrêter dans cette espèce de plongée dans l'univers footballistique dont je vous rappelle tout de même que de manière un peu ironique, un humoriste anglais avait dit le football, ce sont des messieurs en culotte courte qui courent derrière un morceau de cuir plein d'air. Ce qui n'a pas été très apprécié de mes lecteurs moi-même. Non. L'humour britannique est probablement réservé aux habitants de l'île. Et si possible, pas à propos du football. Oui. C'est tabou. C'est un thème sacré. Un des thèmes sacrés, il y en aura d'autres. Maintenant, c'est la pédale. Et je dois dire que je considère que l'effort sportif des cyclistes du Tour de France est beaucoup plus important que celui que sont obligés de faire les sélectionnés du mondial de football. Je reviens d'un mot sur le Ils sont moins bien payés. Ah oui. Je reviens d'un mot sur le tome 2 des mémoires. Finalement, c'est votre devoir de vacances. Oui. Oui. Je pars en vacances dans quelques jours. Je devrais me reposer, c'est au moins le conseil que m'ont donné les médecins, mais ça ne va pas m'empêcher quand même d'avancer dans le projet qui, je l'espère, pourrait permettre la sortie en 2019. Mais après tout, ça viendra en son temps. La vie commence toujours demain. Au mois de septembre, nous retrouverons Marie Derbès en alternance avec moi en fonction des circonstances pour ce journal de bord. Et pendant cet été, je pense que vous continuerez à tweeter si l'actualité le nécessaire. Vous avez bien assumé l'intérim, je dois dire. Et pourquoi pas faire le blog à deux. Et en tous les cas, souhaitons de bonnes vacances à Marie Derbès ou du succès dans les entreprises qu'elle a engagées. Merci, Président. En prie. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tous.